مش عارف هو Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Explosion d'une voiture piégée devant une mosquée chiite à Dammam dans l'est de l'Arabie Saoudite. L'attaque revendiquée par l'État islamique a fait au moins 4 morts. Une délégation de famille d'Ersal rencontre le Premier ministre Salam au Grand Sérail. Ils sont venus lui exprimer leurs craintes quant à une éventuelle intervention du Hezbollah dans leur ville. Le scandale de corruption qui ébranle la FIFA ne devrait pas empêcher son président Sepp Blatter d'être élu à 79 ans. Il brigue ce vendredi son 5e mandat. Et à suivre dans ce journal, au Nigeria, Muhammadu Buhari a été investi ce vendredi à Abuja, à la capitale fédérale. Cet ancien militaire à la retraite suscite l'espoir. Il promet de créer des emplois et d'éradiquer la corruption. Je vous le disais en titre, explosion d'une voiture piégée devant une mosquée chiite à Dammam, une ville côtière majoritairement chiite de l'est de l'Arabie Saoudite. Au moins 4 personnes, dont un kamikaze, ont été tuées. Annonce du ministère de l'Intérieur qui a affirmé avoir déjoué une attaque plus importante. La voiture garée devant la mosquée a explosé durant le prêche. L'État islamique a revendiqué l'attaque qui intervient une semaine après un attentat meurtrier contre une mosquée chiite qui portait également la signature de l'État islamique. Un calme précaire s'installe à Ersal. L'armée a musclé ses positions dans cette ville de la Beka, située à la frontière syrienne et considérée par le Hezbollah comme un fief des djihadistes syriens. La ville vit depuis plusieurs jours sous la menace d'une offensive du parti chiite qui lutte contre les islamistes dans le Kalamoun. Le Hezbollah a récemment promis d'élargir sa campagne contre les terroristes. Pour les habitants d'Ersal, seule l'armée est autorisée à intervenir. Et une délégation de famille d'Ersal s'est entretenue ce vendredi avec le Premier ministre Salam au Grand Sérail à Beyrouth, en présence notamment du ministre de l'Intérieur Nohad Machnouk. Et ils sont venus lui exprimer leurs craintes quant à une éventuelle intervention du Hezbollah dans leur ville et redire le soutien inconditionnel d'Ersal à l'armée et à son chef, le général Jean Karouaji, capable selon eux de protéger les frontières du pays. Mohammad Hassan El-Ahtari à Ain el-Tiné, le conseiller du guide suprême iranien, a rencontré le chef du Parlement Nabi Berri. Une rencontre largement consacrée aux derniers développements au Liban et dans la région, notamment les crises en Syrie et au Yémen. Le responsable iranien a appelé à se débarrasser des groupes terroristes et des pays arabes et occidentaux qui les soutiennent. Également à Ain el-Tiné, vous le voyez, David Hale, l'ambassadeur des États-Unis au Liban. Le scandale de corruption qui ébranle la FIFA ne devrait pas empêcher son président Sepp Blatter d'être élu. À 79 ans, il brigue son 5e mandat. Michel Platini, le président de l'UEFA, a appelé à sa démission et a encouragé à voter pour son opposant, le jeune prince Ali de Jordanie, 40 ans de moins. Des hommes au parcours très différent. Le récit de Florence Tomaso. Joseph Blatter et le prince Ali bin Al-Hussein, 2 hommes pour un poste et 2 manières d'envisager le football. Le premier, âgé de 79 ans, est devenu au fil des années une figure incontournable de la fédération. Il brigue un 5e mandat et se considère comme le seul à pouvoir faire le ménage au sein de la célèbre institution, secouée par un scandale de corruption planétaire. Sepp Blatter est entré à la FIFA en 1975 comme directeur technique. Tous ses mandats seront entachés de scandales financiers sans qu'il ne soit jamais accusé. À ses détracteurs, il répond qu'il va réformer le monde du football. Sa gestion est pointée du doigt, y compris par ses plus proches collaborateurs. À chaque fois, il promet des changements. Décrit comme égocentrique et avide de pouvoir, il devient le Suisse le plus influent du monde et règne sans partage sur la FIFA. Un règne auquel de nombreux ténors du football voudraient mettre un terme, à commencer par Michel Platini. Le président de l'UEFA a demandé à Sepp Blatter de quitter son poste, appelant de fait les 209 pays membres à voter pour l'autre candidat, le prince jordanien Ali bin Al-Hussein. Âgé de 39 ans, il incarne le renouveau du football. Il se fait connaître dans le monde du ballon rond au moment où il prend la tête de la fédération jordanienne. Pour lui, ce sport a une responsabilité sociale. C'est une sorte d'école de la vie, selon ses propres termes. Le prince Ali rejoint la FIFA en 2011
et obtient en 2012 la levée de l'interdiction du foulard islamique pour permettre à toutes les femmes musulmanes qui le souhaitent de jouer au football. Progressiste, il a aussi la réputation d'un homme honnête qui souhaiterait davantage parler du football que de la corruption au sein de la FIFA. Bien sûr, la transparence est le mot souvent utilisé, mais maintenant il faut la mettre en pratique. Je veux garantir que cela va se produire. Nous ne devrions rien avoir à cacher. Nous devons restaurer la confiance en cet organisme. Actuel vice-président de la Confédération asiatique, il apparaît comme le candidat providentiel. Reste à savoir s'il obtiendra assez de soutien pour être élu ce vendredi. Les conséquences de ce scandale de corruption commencent à se faire sentir. Le vice-président de la Confédération brésilienne de football, José Maria Marin, fait partie des personnes arrêtées à Zurich. D'autres pays d'Amérique du Sud ont également réagi. Les explications d'Axel May. Une mesure à la portée symbolique. La Confédération brésilienne de football a fait retirer de sa façade le nom de son ancien président, José Maria Marin. Il fait partie des personnalités mises en cause par la justice américaine. Marin avait succédé à la tête de la Confédération brésilienne à Ricardo Teixeira, poussé à la démission après déjà des soupçons de corruption. Face à la gravité des nouvelles accusations, le gouvernement brésilien n'a d'autre choix que d'apporter son soutien à l'enquête américaine. Je ne vois pas comment cela pourrait porter préjudice au football brésilien. Et je pense que s'il faut enquêter, il faut le faire sur toutes les coupes, sur toutes les activités. La justice américaine s'intéresserait notamment au choix du Brésil comme pays organisateur du dernier mondial. Et pour l'ancienne star du ballon rond, Romario, reconverti dans la politique, il faut que la FIFA fasse un grand ménage. Il n'y a pas d'autre choix. Tous ces gens doivent aller en prison ou alors ils continueront à sucer le football comme des sangsues et le tueront. Le Brésil donc au cœur de cette affaire mondiale de corruption, mais aussi le Costa Rica. Sur place, la justice s'est décidée à ouvrir une enquête sur le président de la Fédération nationale, Eduardo Lee, qui fait partie des personnalités arrêtées à Zurich. Les États-Unis réclament aussi l'arrestation de 3 hommes d'affaires argentins. Et à Buenos Aires, le gouvernement semble embarrassé. Le gouvernement s'est expliqué très clairement. Lorsque les demandes d'extradition de la part de l'ambassade des États-Unis sont arrivées au ministère des Affaires étrangères, elles ont été transférées aux autorités judiciaires. Les 3 hommes d'affaires dont les États-Unis demandent l'extradition gèrent les lucratifs droits de télévision de la prochaine Copa América. Elle doit débuter dans moins de 2 semaines au Chili. Restez des nôtres au retour de la pause. David Cameron à Berlin pour discuter des réformes qu'il souhaite mettre en place. Retour sur le plateau de l'info au Nigeria. Muhammadu Buhari, président élu le 1er avril dernier, a été investi ce vendredi à Abuja, la capitale fédérale. Buhari suscite l'espoir. Il a été élu sur le thème du changement. Ancien militaire à la retraite, il promet de résoudre les problèmes d'insécurité, mais aussi de créer des emplois et d'éradiquer la corruption dans un pays dont la dette nationale se monte à plus de 60 milliards de dollars. L'ex-général, donc âgé de 72 ans, a été élu le 31 mars pour succéder au sortant Goodluck Jonathan. Muhammadu Buhari jouit donc d'une réputation d'intégrité et de dirigeant à poigne. Pour 54% de ses électeurs, il est l'homme dont le Nigeria a besoin pour se redresser. Son portrait avec Florence Gaillard. 1er avril 2015, Muhammadu Buhari est élu président du Nigeria face au président sortant Goodluck Jonathan. Cet ancien général de 72 ans est bien connu des Nigérians, car avant sa victoire, il s'est déjà présenté 3 fois aux élections. Surtout, il a dirigé le pays d'une main de fer à la tête d'une junte au milieu des années 80. C'est alors qu'il s'est forgé une réputation d'incorruptible, adepte de la discipline, une image qu'il a tenté d'adoucir pendant la campagne. Nous allons vous servir fidèlement. Nous n'allons jamais diriger les gens comme s'ils étaient soumis au gouvernement. Mais son passé militaire joue aussi en sa faveur. Dans le nord-est du pays où Boko Haram contrôle de vastes territoires et a déjà tué près de 15 000 personnes, Muhammadu Buhari est très populaire. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et ramener la paix. Reste à savoir comment l'ancien général compte détruire Boko Haram. Il a promis de remettre sur pied l'armée nigériane humiliée.
Musulman pratiquant, il devrait aussi rassurer une partie de la population qui s'est sentie abandonnée par son prédécesseur chrétien. Alors que le Royaume-Uni pourrait quitter l'Union européenne par référendum, le Premier ministre britannique David Cameron est en tournée continentale. Objectif, discuter des réformes qu'il souhaite mettre en place. Après les Pays-Bas et la France, vous le voyez, il met le cap sur la Pologne et l'Allemagne ce vendredi où il a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel. Cameron appelle les Européens à être imaginatifs pour faire évoluer l'Union européenne. Le Royaume-Uni fait face à une poussée d'euroscepticisme qui s'est manifestée notamment lors des élections législatives début mai. Le sort des Rohingyas discuté lors d'un sommet régional en Thaïlande pour les délégués de 17 pays. Il s'agit de trouver des solutions pour s'attaquer aux racines de cet exode et accueillir à long terme ces migrants originaires de Birmanie. En Birmanie, 1,3 million de Rohingyas marginalisés sont victimes de discrimination. Christophe Dansette nous en dit plus. Dans la salle, les représentants de 17 pays réunis dans l'urgence par la Thaïlande. Objectif, tenter de résoudre la crise des réfugiés. Aucun pays ne peut résoudre seul ce problème. Ne regardons pas seulement les problèmes, mais essayons ensemble de trouver des solutions. Mais jusqu'à présent, les pays de la région ont des approches bien différentes. La majorité des migrants sont des musulmans de l'ethnie Rohingya, l'une des minorités les plus persécutées du monde. La plupart fuient la Birmanie, qui ne leur accorde pas la citoyenneté. Les autorités considèrent qu'ils sont bangladais. Le Bangladesh, lui, ne veut pas en entendre parler. Pour son Premier ministre, ces migrants sont des fous qui prennent, selon elle, des risques inconsidérés. Le pays veut envoyer quelques 3000 de ces réfugiés vers l'île d'Atiyah, dans le golfe Bengale. Beaucoup de ces migrants cherchent à atteindre la Malaisie et l'Indonésie, deux pays musulmans qui, face à la crise, proposent d'accueillir les Rohingyas, mais pour une durée limitée d'1 an seulement. Les autres, les Bangladais en particulier, sont expulsés. Nous en autorisons certains à débarquer. Nous leur offrons une aide humanitaire. Mais la Malaisie ne peut pas porter seule ce problème, car il y a encore des milliers de réfugiés qui attendent de fuir leur région. La Thaïlande affirme déjà accueillir plus de 130 000 réfugiés et dit ne pas pouvoir en recevoir plus. Bangkok offre une aide humanitaire en mer ou peut-être bientôt sur 2 îles non peuplées. Le pays a mis en place une force navale pour venir en aide aux bateaux en détresse. Il vient d'accepter que des avions américains survolent son espace aérien à la recherche d'autres embarcations à la dérive. L'écrivain canadien d'origine haïtienne Dany Laferrière est devenu immortel. Il s'est installé dans le fauteuil occupé jadis par Montesquieu à l'Académie française. Il est le premier auteur haïtien et québécois à entrer dans cette célèbre institution. Retour sur la cérémonie avec Florence Gaillard. Un symbole de dieu vaudou gravé sur l'épée, un habit vert créé par un couturier québécois. Pour son entrée à l'Académie française, Dany Laferrière a emporté tout son héritage. Né et élevé en Haïti, fils d'un opposant exilé, ce journaliste doit à son tour quitter l'île dans les années 70. À Montréal, il devient écrivain. Il est l'auteur de 23 ouvrages qui sautent autant d'invitations au voyage, comme L'énigme du retour, prix Médicis en 2010. Ce jeudi, il a été accueilli par les Immortels et le président François Hollande. Pourtant, il explique que sa vie ressemble à celle de beaucoup d'autres. C'est l'histoire de beaucoup de gens, surtout dans les pays du tiers-monde, la situation politique chaoteuse, l'exil, les familles éclatées. Et puis aussi, quand même, il faut se forger une singularité au cœur de tout cela. À 32 ans, il rencontre le succès au Québec, avec un premier livre intitulé « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Un humour qui ne l'a jamais quitté. Est-ce que je suis immortel? Ah bien sûr. Ah bien tout le monde le sait. Je ne mourrai pas. Dany Laferrière occupe désormais le siège numéro 2 de l'Institut. Il succède au franco-argentin Hector Bianchiotti et à Montesquieu avant lui. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Explosion d'une voiture piégée devant une mosquée chiite à Dammam dans l'est de l'Arabie Saoudite. L'attaque revendiquée par l'État islamique a fait au moins 4 morts. Une délégation de famille d'Ersal rencontre le Premier ministre Salam au Grand Sérail. Ils sont venus lui exprimer leurs craintes quant à une éventuelle intervention du Hezbollah dans leur ville.
Le scandale de corruption qui ébranle la FIFA ne devrait pas empêcher son président Sepp Blatter d'être réélu. À 79 ans, il brigue ce vendredi son 5e mandat. Au Nigeria, Muhammadu Buhari a été investi à Abuja, donc la capitale fédérale. Cet ancien militaire à la retraite suscite l'espoir. Le nouveau président promet de créer des emplois et d'éradiquer la corruption. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon début de week-end. مش عارف